Bienvenue à tous dans Questions d'actu, une édition rétrospective 2022. Le sujet d'aujourd'hui, la situation hydrique inquiétante au Maroc. Faible taux de remplissage des barrages, manque de précipitations, baisse des nappes phréatiques. Les effets du changement climatique se font de plus en plus ressentir, avec des précipitations totales de 17 milliards de mètres cubes entre 2018 et 2022. Cette période est la plus sèche de tous les temps. La problématique est de taille. Pour y faire face, des actions sont déjà menées par le Maroc et d'autres sont prévues pour l'avenir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Houria Tazi Sader, présidente de la coalition marocaine de l'eau, Mohamed Sinan, professeur à l'école Hassania des travaux publics, et Abdelrahim Kseri, président de l'association des enseignants justement des sciences de la vie et de la terre au Maroc. Bienvenue, Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. Dans son discours prononcé vendredi 14 octobre 2022 à l'occasion de l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature, le roi Mohamed VI a évoqué la problématique de l'eau et souligné la nécessité de réaliser un saut qualitatif dans la promotion des investissements. Écoutons d'abord un extrait du discours royal. Le Maroc se trouve désormais en une situation de stress hydrique structurel et la seule construction d'équipements hydrauliques, si indispensable et importante soit-elle, ne suffit pas à régler tous les problèmes. Nous appelons donc à un traitement diligent de la problématique de l'eau dans toutes ses dimensions, et notamment à une rupture avec toutes les formes de gaspillage ou d'exploitation anarchique qui est responsable de cette ressource vitale. Par ailleurs, le problème de l'eau ne doit pas servir de prétexte à la surenchère politique ni d'argument pour alimenter des tensions sociales. Il nous incombe à nous tous, en tant que Marocains, de redoubler d'efforts pour faire un usage responsable et rationnel de l'eau. Je commence avec vous, professeur Mohamed Sinan. Quelle est d'abord votre réaction à cet extrait du discours du roi Mohamed VI ? Merci pour votre invitation. Effectivement, donc l'année qui vient de s'écouler, donc c'était une année particulièrement sèche, donc qui a donc enregistré des déficits très très importants, jamais vus depuis 60 ans, donc c'est énorme, ce qui a donc impacté plusieurs secteurs, l'irrigation, l'agriculture de façon générale, l'eau potable, etc. Et effectivement, donc il fallait prendre des mesures urgentes pour un peu atténuer donc les conséquences de cette année exceptionnellement sèche. En fait, c'est pas l'année, c'est plusieurs années, 4 ans donc sèche. Donc peut-être pendant la discussion, donc on va détailler ces mesures. Tout à fait. Alors, pour vous, Houria Tazi Sader, dans son discours, le roi Mohamed VI a rappelé le programme national prioritaire de l'eau 2022-2027, signé devant le souverain, c'était en janvier 2020. Quelle est la mission de ce programme et quelles sont ses priorités ? Je voudrais quand même... Bonjour tout le monde. Bonjour professeur Sinan, bonjour Xiri, bonjour madame. Écoutez, je voudrais quand même insister sur un élément qui est considéré par toute la communauté de l'eau comme une question importante, c'est la volonté politique. Et je pense qu'on devrait le souligner. Au Maroc, nous avons un engagement et une volonté politique au plus haut niveau du pays grâce à toutes les interventions et plusieurs discours, pas celui-là uniquement, de Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, et on ne peut que s'en réjouir. Alors, le programme 2022-2027,
Écoutez, j'ai ici exactement, si vous m'autorisez, même si je peux le dire sans lire, mais je vais le lire pour être précise. J'ai ici quelques éléments, si vous m'autorisez à les lire. Voilà, programme, 13 mai 2020. Alors, c'est d'abord l'amélioration de l'offre hydrique, la gestion des demandes, la valorisation de l'eau, notamment dans le secteur agricole, le renforcement de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural, la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts et la communication et la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l'importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de leur utilisation. Mais ce qui est important et différent dans cette initiative importante, c'est que d'abord, elle est budgétisée et puis ensuite, on a mis en place un comité de suivi pour veiller à l'exécution. Parce que, vous savez, parfois, certains projets, où sur le plan juridique, moi je suis juriste, on a un arsenal juridique très important, intéressant, véritablement positif, mais dont certaines dispositions ne sont pas effectives ni mises en œuvre. Donc, cette manière d'aborder et de faire le suivi d'un programme est une bonne pratique et je tenais à le saluer. Abdrahim Kseri, la situation hydrique est inquiétante, c'est un constat. Le stress hydrique est une réalité aujourd'hui au Maroc, comme ailleurs d'ailleurs. Le Maroc qui enregistre actuellement le volume de précipitations le plus faible de son histoire. Comment d'abord expliquer ce constat ? Oui, ce constat il a été vraiment prévu par toutes les études du GIEC, mais aussi toutes les projections et scénarios qui ont été faits que l'impact des changements climatiques sur l'ensemble des pays du monde ne sera pas progressif, mais il va être exponentiel, il va s'accélérer. Et donc, on connaissait vraiment que le risque est imminent, et c'est pourquoi tous les rapports du GIEC et tous les scénarios et l'appel aussi de la société civile environnementale qu'on représente, il a été toujours durant 26 COP, c'est-à-dire successives, c'est-à-dire 26 ans qu'on est en train de se réunir pour dire à l'échelle mondiale que les changements climatiques sont là, il faut absolument anticiper, il faut absolument agir avant, il faut changer de paradigme, changer d'approche. Et ce changement des ruptures avec le mode de gestion auparavant, ça n'a pas été fait. Et c'est pourquoi le discours royal, il a été clair. On avait une très bonne politique des barrages, et d'ailleurs qui se poursuivra, pour stocker l'eau. Donc 19 milliards de mètres cubes, la capacité de stockage qui est extraordinaire. Par rapport à dessalement de l'eau de mer, d'ici 2020, avec les 20 stations, on aura 1 milliard. Et ça va nous permettre d'abord de sécuriser l'alimentation des grandes villes du littoral, mais aussi un peu d'agriculture. Mais c'est les barrages qui resteront le choix stratégique. Mais ça ne suffira pas. Il faut absolument cet effort de mobilisation. Il faut agir sur 4 volets en même temps et non pas sur un seul. D'abord, l'offre et la mobilisation doivent être renforcées et doivent se poursuivre avec l'effort de l'État pour les barrages de dessalement, mais avec les efforts des collectivités et des citoyens et des autres acteurs, entreprises, etc. Deuxième chose, c'est qu'il faut l'économie de l'eau, il faut passer à un autre niveau. Avec les nouvelles technologies, il faut aller beaucoup plus loin et non pas rester uniquement dans le goutte à goutte, tout en élargissant l'espace irrigué qui fait que ce qu'on a économisé, il est perdu. Et troisième chose, c'est en plus de l'optimisation pour l'agriculture, l'industrie, le tourisme et pour les citoyens, il faut absolument aller vers la réduction de la pollution, tout type de pollution et s'inscrire dans l'économie circulaire. Et le quatrième, c'est la gouvernance. On ne peut pas continuer, ça a été dit par Sa Majesté et ça a été vraiment repris. Il faut absolument qu'il y ait de nouveaux outils de gouvernance qui permettent de préserver la nappe, qui permettent de moins polluer et de bien dépolluer, et avec des stations d'épuration qui peuvent nous donner de l'eau qui sera réutilisée. Et donc, il faut boucler la boucle dans le cadre d'une économie circulaire, et tout ça, ça exige un changement total de paradigme et une implication de manière beaucoup plus forte, et considérer que les changements climatiques, ils sont là,
Et la résilience est la règle, l'adaptation est la règle. Ce n'est pas une exception. Il ne faut pas dire d'ici 1 an, 2 ans, il y aura de la pluie parce qu'on a eu pendant 1 semaine ou 2 semaines quelques précipitations. Il faut considérer que les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, ils peuvent être vraiment très durs et donc il faut être toujours bien préparé. D'accord, sur 164 pays, le Royaume du Maroc se hisse à la 23e place du classement mondial, se situant dans la case des pays avec un taux de stress hydrique élevé. Des données confirmées d'ailleurs par la Banque mondiale. Professeur Mohamed Sinan, quel serait le modèle exemple de gestion de l'eau au Maroc vu la situation actuelle à votre avis? Oui. Le Maroc, moi, je crois que même il est moins bien classé que ça, si on considère le volume d'eau moyen par habitant. On fait partie des pays les plus pauvres en ressources en eau si on considère la moyenne par habitant. Comme vous savez certainement, dans les années 60, on faisait partie des pays les plus riches parce qu'on avait quelque chose comme 2600 mètres cubes par an par habitant. Actuellement, on est à quelque chose comme 620, c'est-à-dire on a perdu 2000 mètres cubes par an par habitant. Donc, vous voyez donc la chute libre qu'a connue cette disponibilité d'eau par rapport par habitant. Donc, on fait partie des pays à stress hydrique et bientôt on va atteindre la catégorie des pays à pénurie d'eau, c'est-à-dire des pays qui ont donc une moyenne inférieure à 500 mètres cubes par an par habitant. Toutes les études qui ont été faites au niveau international et au niveau national et auxquelles nous avons participé depuis la première communication nationale du Maroc qui a été réalisée en 2001 à l'occasion de la COP7 qui a été tenue à Marrakech. Donc, nous avons travaillé sur la première communication nationale du Maroc et nous avons donc projeté, estimé que les baisses des ressources en eau vont être importantes et on a estimé à quelque chose comme 15 à 20% de baisse en 2020. On est en 2022, on est à peu près aux mêmes chiffres qui ont été évalués, là, estimés. Donc le Maroc est conscient de ça. Le Maroc, il n'a pas attendu, disons, la problématique du changement climatique pour commencer donc à gérer ses ressources en eau. Il a toujours été donné comme exemple au niveau mondial comme pays qui a bien su réserver, gérer ses ressources en eau. Moi-même, j'étais étudiant en France dans les années 80. On nous donnait comme exemple le Maroc. J'étais moi-même surpris parce que je ne connaissais pas à l'époque ce qui se faisait au Maroc. Et ce n'est qu'après au retour au Maroc que j'ai compris, que j'ai vu moi-même qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, etc. Et tout ça, c'est grâce à ça. C'est grâce à ça que le Maroc arrive, disons, à vivre, à survivre, malgré les années de sécheresse. Donc tout ça, cette introduction, je l'ai faite pour dire que pour moi, le modèle à suivre, c'est le modèle marocain. Pourquoi c'est le modèle marocain? Parce que c'est le modèle qui nous a permis, comme j'ai dit, de dépasser des périodes de sécheresse de plusieurs années, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs pays, y compris les pays développés. En France, quand il ne pleut pas 2 mois, c'est l'état d'urgence maximum. On parle de sécheresse. Nous, les sécheresses, ça dure plusieurs années. Et donc, pourquoi le modèle marocain? Parce qu'il nous a permis de dépasser ces années de sécheresse, mais en plus, aussi parce qu'il prend en considération la réalité marocaine et la mentalité marocaine de la population et les moyens et l'environnement géographique, l'environnement climatique, etc. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, loin de là, mais ce modèle nous a permis d'avancer. Mais par contre, j'aurais des propositions à faire, peut-être Plus tard, suite. professeur. Justement, alors, on a compris, le modèle marocain est efficace, mais peut-être qu'il est temps aussi de penser à la manière à travers laquelle on pourra le rendre encore plus efficace pour s'adapter à la situation actuelle du stress hydrique. Houlia Tazi Sader, comment être résilient face au changement climatique? Qu'est-ce qui est réalisable comme initiative aujourd'hui? Grosse question. Hein. D'abord, ce que disait professeur Sinan, j'appuie complètement. Avec ou sans changement climatique, je pense que c'est important de le dire et ça entre dans
la réponse que je voudrais faire, c'est que nous sommes un pays aride et semi-aride. Un pays aride et semi-aride, et en plus, nous n'avons pas la même situation selon la géographie du pays. Il y a bassins hydrographiques, trois bassins hydrographiques qui bénéficient des 2/3 du montant ou de la quantité d'eau dans le pays. Ça, c'est très important de le dire. Donc, attendre la sécheresse pour s'alarmer, c'est une question qui doit être prise au sérieux tout le temps, et elle l'a été par le Maroc. Et ça, il faut le dire. Il faut dire que notre pays a affronté cette situation et a pu faire bénéficier toutes les villes de l'eau en permanence, ce n'est pas le cas ailleurs, et que dans le monde rural, nous sommes passés d'un accès à l'eau en 1994 de 14% de la population à aujourd'hui quelque chose comme 92 ou 93%, sauf les régions qui sont isolées et difficiles d'accès. Donc, si vous voulez, nous avons fait face à la réalité géographique du pays, qui est une réalité difficile. Et en même temps, il ne faut pas oublier que cette question de l'eau et de son partage est une question qui est rattachée à l'évolution de la démographie et des activités humaines, c'est-à-dire les activités économiques, agricoles, industrielles, etc. Alors, en termes de gouvernance, oui, notre modèle, et tout cela entre dans le cadre de la résilience. Notre modèle a fait des preuves. Nous prenons conscience aujourd'hui que la politique de l'offre seule ne suffit pas. Et donc, nous sommes en train de passer, ce qui peut être accéléré davantage, mais je pense que la prise de conscience de cette année améliore l'aspect urgence. Nous passons d'eau conventionnelle à des eaux non conventionnelles, et aussi de ce que Sa Majesté a bien souligné dans son discours, à l'économie de l'eau, à la politique de l'économie de l'eau, qui passe par la gestion des demandes. Alors, peut-être, moi, mon point de vue, c'est que les axes importants dans une gouvernance de l'eau, c'est la gouvernance en elle-même, ce sont les investissements, bien sûr, mais ce sont également les données dont on dispose. Le Maroc, en termes de gouvernance, a choisi un modèle qui, en fait, a priori, est un bon modèle. Ce qui reste à faire, ce sont des mécanismes de coordination et de mise en cohérence, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional. L'idée est en train d'être mise en place. Il faudrait peut-être l'accélérer parce que c'est important du point de vue de la contextualisation des projets et de la prise en compte des réalités locales, aussi bien géographiques que en termes d'activités économiques ou de rapport de la population à l'eau, parce que l'eau a un aspect culturel. Donc ça, c'est important. En termes d'investissement, je pense qu'aujourd'hui, on voit que les projets sont réellement... On aura l'occasion de revenir sur les investissements plus tard. Abdrahim Qseri, il y a aussi la problématique d'accès à l'eau potable dans les régions reculées. Comment résoudre cette situation ? Oui, en réalité, comme ça a été dit par Mme Houria et c'est Sinan que je salue, en réalité, le Maroc, il a eu toujours vraiment un mode de gestion exemplaire grâce à une vision à long terme qui a été par feu Hassan II, mais aussi poursuivie et accélérée, renforcée par le roi Mohamed VI. Cette vision qui a vraiment permis, grâce à l'offre, beaucoup d'offres, de manière continue, dans notre pays, qui bénéficient des sources, de toutes les sources dont ils sont dans notre pays, ils ne viennent pas d'ailleurs, et ça a été bien exploité avec la politique des barrages, et ça nous a permis 100% dans tout le milieu urbain, c'est-à-dire qui ont été, il y a l'adduction d'eau potable pour tout le monde, il y a au niveau du monde rural, c'est plus de 97%. Donc, on a une généralisation en réalité avec les points d'eau ou les fontaines pour tout le monde.
La question vraiment de l'eau potable, ce n'est pas le problème au Maroc. Et même en période de sécheresse, on a cette capacité de gestion de la rareté et de réagir rapidement avec des citernes qui sont mobilisées. Et d'ailleurs, on a vu, et ce qui a été dit par le ministre de l'Équipement et de l'eau, c'est qu'on avait juste le grand problème, c'était un rattrapage de beaucoup de retard. Et donc, il y a eu vraiment des procédures administratives qui ont fait que beaucoup de projets ont tardé à être réalisés alors qu'ils devraient être réalisés avant. Et donc, c'est ça ce qui a fait, vraiment, c'est pourquoi il a fait beaucoup de changements. Et il a donné une visibilité rapide. Il y a aussi des structures. Le Conseil national de l'eau qui ne s'est pas réuni. Il y a le plan national de l'eau qui n'a pas été réalisé. Et donc, il y a beaucoup de retard dans les documents qui sont stratégiques. C'est pas qu'on n'a pas les outils, on a les instruments, mais ils n'ont pas été opérationnalisés par le gouvernement. Maintenant, il y a un travail extraordinaire qui a été fait durant cette année avec beaucoup de visibilité et beaucoup de mobilisation. En plus des grands barrages, 146 barrages, etc., le ministère a rapidement fait des conventions avec toutes les régions pour la construction de 129 barrages collinaires. Il a aussi donné la visibilité sur la nappe phréatique, comme quoi il faut un objectif rapide d'aller vers 50% de réduction de l'exploitation dans le cadre du contrat de nappe d'ici 2030 pour arriver à l'équilibre des nappes d'ici 2050. Il a donné aussi la visibilité pour l'économie de l'eau, pour aller vers 70% d'économie de l'eau dans l'agriculture d'ici 2030. Pour aussi le problème qu'on a qui n'a aucun sens, c'est le rendement des réseaux, que ce soit pour l'agriculture ou pour les villes, pour aller réduire ces fuites. L'eau, elle est mobilisée, elle est traitée et après elle est perdue sous les villes, elle est perdue dans les canaux de transport dans l'agriculture. Donc il y a des choses sur lesquelles on doit agir parce qu'on a les instruments. Maintenant, il faut absolument changer de gouvernance pour mettre le positionnement des acteurs de l'eau, des APH comme plateforme de structuration, lui donner les moyens humains, les moyens financiers, mais aussi le pouvoir. Parce que ça a été dit, plus de 90% des puits, ils sont illégaux, ils sont informels. Et donc, il faut absolument appliquer la loi. Le nouveau modèle parle d'un État fort et d'une société forte. Sans cela, on va continuer à faire des efforts, mais il y aura toujours des perditions de l'autre côté. D'accord. Toujours concernant cette problématique de l'eau potable, professeur Mohamed Sinan, qu'en est-il de l'état des lieux aujourd'hui? Je sais que vous connaissez très bien un peu la question. Où en est-on au Maroc dans cette question d'eau, cette problématique d'eau potable, surtout dans les régions ou les zones reculées? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, le Maroc est donné comme exemple sur un certain nombre de choses dans le secteur de l'eau, parmi lesquelles la généralisation de l'accès à l'eau potable. Nous, les Marocains, on ne mesure pas la chance qu'on a. C'est-à-dire, le matin, on ouvre le robinet, on a de l'eau potable. On n'a pas de l'eau, on a de l'eau potable. C'est-à-dire, c'est une eau qui a coûté énormément d'argent pour l'État, à la fois pour la réalisation des ouvrages, mais avant la réalisation, il faut faire d'abord des études qui durent parfois plusieurs mois, plusieurs années d'ingénierie. Il y a la réalisation des ouvrages, des barrages, des canaux, des conduites, des stations de traitement, etc., etc. Et puis, donc, les réseaux vers la population et tout ça. C'est ce qui nous a permis donc d'avoir maintenant, et depuis plusieurs années, la généralisation d'accès à l'eau potable dans les milieux urbains et dans les milieux ruraux. Milieu rural aussi, quasiment 100% de taux d'accès. Donc, on ne peut qu'être fier de ce résultat. Mais encore une fois, donc, moi j'aime bien dire, on a fait beaucoup de choses, mais ça ne veut pas dire que tout est parfait. Pour qu'on ne s'arrête pas. C'est-à-dire on peut encore faire des choses. Alors, par rapport à votre question, oui, on a vu qu'on a traversé des années de sécheresse, mais on n'a pas vu des populations souffrir de façon très sévère de ce manque d'eau. Il y a l'État, les agences de bassins hydrauliques se sont mobilisées pour satisfaire au maximum donc, les besoins donc, en eau potable. Donc, j'estime que le fait qu'on est en train de traverser, alhamdoulilah, de la période de sécheresse sans trop de dégâts par rapport notamment donc, à l'eau potable, on ne peut qu'être fier de ces résultats. Et par contre, il reste encore beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on peut les développer maintenant,
pour qu'on ne s'arrête pas uniquement sur des réalisations, mais aussi qu'on parle de certaines insuffisances pour D'accord, on va qu'on parler puisse des aller encore mieux. perspectives plus tard et de ce qui reste à faire dans ce domaine. On marque une pause et on revient juste après pour poursuivre ce débat. Restez avec nous. Place à présent aux initiatives prises par le gouvernement marocain pour gérer le stress hydrique. Le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, a présenté les grands contours d'un nouveau paradigme de gestion durable pour faire face au stress hydrique. Il s'agit d'une stratégie triangulaire basée sur le renforcement de l'infrastructure des barrages, le développement des sources alternatives et l'économie d'usage des eaux souterraines. Toujours avec vous, professeur Mohamed Sinan, comment assurer l'efficacité de ce paradigme? D'abord, ce que vous venez de dire, ça date déjà de plusieurs années, donc lors de la présentation devant Sa Majesté de la stratégie nationale de l'eau, donc en 2009, qui est basée sur 3 axes principaux. Donc, le premier axe, c'est la poursuite de ce qu'on appelle la poursuite de la mobilisation des ressources en eau, c'est-à-dire la poursuite de la réalisation des ouvrages, comme vous avez bien dit, donc les barrages, les conduites, etc., les forages, etc. Et puis, donc, le renforcement de l'économie de l'eau, la gestion de l'offre. C'est-à-dire que donc aller vers donc une économie maximale de l'eau dans tous les secteurs, que ce soit donc agricole, bien sûr l'eau potable, lutte contre les fuites, etc., et industrielle, et puis la préservation donc des écosystèmes naturels comme les lacs, les dayas, les sources, etc., les systèmes fragiles, notamment donc avec les conséquences négatives du changement climatique. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est une mise en œuvre, c'est une accélération de la mise en œuvre, et donc on est sur le bon chemin. Maintenant, peut-être on a un peu tardé par rapport au développement ou la mobilisation des ressources non conventionnelles. Je m'explique, c'est-à-dire que si on avait fait ça avant, peut-être on aurait traversé donc des périodes de sécheresse avec beaucoup plus de sérénité. Je m'explique. Par exemple, le dessalement de l'eau de mer. On est un pays chanceux, le Maroc, alhamdoulilah, c'est un pays qui a donc un littoral de 3500 km, 3500 km de long. C'est pas donné à tout le monde, c'est rare les pays qui ont ça. Donc, moi, en tant que scientifique, en tant que chercheur, donc j'aurais souhaité voir, disons, mon pays devenir depuis longtemps un expert en la matière. Pourquoi un expert en la matière? Parce qu'on a tout ce qu'il faut. On a un littoral de 3500 km, on a des scientifiques de très haut niveau, on a un déficit en eau. C'est une chance, ça permet de réfléchir et d'avancer, et non pas de rester sur ses acquis. Et donc, on aurait pu normalement développer une expertise en dessalement et en déminéralisation qu'on aurait pu utiliser dans les périodes de sécheresse, mais aussi l'exporter vers les pays donc, qui en ont besoin et qui n'ont pas donc, les compétences nécessaires. Autre chose, les eaux usées. Les eaux usées, c'est des ressources, comme des autres. Ils ne doivent pas être rejetés, ils ne doivent pas être dilapidés, ils doivent être totalement valorisés dans des activités disons, qui acceptent ce genre de ressources, bien sûr, après épuration. Tout ça, donc, c'est un retard. La collecte des eaux pluviales, nos toits, ils regorgent de pluie qui arrive et qui va après vers les eaux usées. C'est grave, carrément, pour un pays qui souffre en ressources en eau de voir l'eau de pluie qui va vers la mer. Et la surexploitation des nappes. La surexploitation des nappes, il y a des nappes où le niveau a baissé de 90 mètres. La nappe profonde de Fès Meknès, qui fait 4000 km², donc le niveau a baissé dans certaines zones de 90 mètres par rapport au niveau naturel. Je suis un expert des eaux souterraines, je sais ce que je dis. C'est moi qui contribue aussi donc à ces études. Donc la nappe de Sousse, la nappe du Haouz, etc. Pourquoi il y a ce déficit? C'est parce qu'il y a les gens qui prélèvent sans autorisation. Quelqu'un qui prélève sans autorisation, normalement, il doit être rappelé à l'ordre.
Sinon, donc, on arrive à la situation actuelle des nappes qui sont très, très surexploitées avec un déficit d'1 milliard. Donc, il faut bien qu'un jour, donc, on se dise assez que les uns et les autres prélèvent de l'eau qui ne leur appartient pas. L'eau, il appartient donc à l'État. Tout prélèvement doit être nécessairement conditionné par l'obtention d'une autorisation et par la mise en place d'un compteur à la tête de son puits ou de son forage pour qu'on sache exactement ce qu'il prélève et pour qu'il paie ce qu'il prélève. C'est exactement comme l'eau de robinet, le compteur qu'on a tous à la maison. Le contrôleur vient pour surveiller combien on a pris et on paie pour ça. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de dilapidation des ressources en eau D'accord. potable. Abdrahim Kseri, le gouvernement a réfléchi aussi à des sources alternatives, comme disait tout à l'heure professeur Sinan, notamment le dessalement de l'eau de mer. De nouvelles usines d'ailleurs sont prévues à Casablanca, Nador, Safi, Dakhla, Jedida, Marrakech, Essaouira, Gilmim, Tintan et même Tiznit. Kseri, le dessalement permettrait-il de faire face à la problématique de l'eau, ne serait-ce que pour limiter les effets de la sécheresse? Oui, le dessalement de l'eau de mer est un choix stratégique et vraiment le nouveau gouvernement, avec la DGCT, la direction des réseaux publics locaux du ministère de l'Intérieur, et avec le ministère de l'Équipement, ils ont fait un excellent travail et aussi ça avec une vision très claire. Donc ils ont essayé d'accélérer et d'amplifier la capacité de ces stations. On est passé rapidement de quelques stations qui devraient ouvrir en 2030, on passe à 2025, et donc maintenant on va vers 20 stations d'ici 2030. On est maintenant, on va aller vers 1 milliard de mètres cubes 2030, mais l'importance de ces stations par rapport aux barrages et aux autres ressources conventionnelles, c'est que là, c'est nous qui contrôlons et ça, on peut garantir la continuité de l'approvisionnement. Et cette continuité, ça permet d'abord de garder et sécuriser le développement économique des grandes métropoles, des grandes villes. Ça permet aussi de garantir un minimum d'agriculture. On a vu que même dans Dakhla, ça va toucher l'agriculture. Celui aussi de Shtuka Eitbaha, il touche en partie. Il va irriguer aussi une partie d'agriculture. Et donc ça, c'est la sécurisation minimale des ressources d'eau. Sachant que la comparaison ne se fait pas. Toutes les 20 stations d'ici 2030, ça sera 1 milliard de mètres cubes, alors que les barrages, c'est 19 milliards. Et on va aller vers 24 milliards de mètres cubes. En plus de ça, ça a été dit par Cécile, on est totalement d'accord, l'un des grands problèmes, c'est les eaux usées. Parce que les eaux usées, on n'a pas vraiment fait beaucoup d'investissements. Par exemple, la Tunisie et d'autres pays, la Jordanie, etc., ils ont investi beaucoup plus que nous, se sont investis. Nous, on est en train de faire une politique de rattrapage. On a juste maintenant 158 stations de traitement des eaux usées, alors qu'on a 33 000 douars, donc on a des eaux usées partout. Et il impacte chaque mètre cube de usée, il impacte 8 mètres cubes d'eau. Et donc, il pollue énormément. Et ces eaux usées, c'est 1 milliard, c'est presque le 1 milliard d'eau de seulement on a d'eau usée. Mais le problème, c'est que ces eaux usées-là, il faut absolument les traiter, il faut investir et il faut innover. Et d'ailleurs, ce qui a été dit par Cécile, on est totalement d'accord, il faut impliquer, on a de très bons experts, on a de très bons centres ici et universités qui travaillent, il faut les impliquer pour les intégrer dans l'industrie de l'eau. Et cette industrie, on doit d'abord la maîtriser pour avoir la valeur ajoutée, mais aussi l'exporter. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui fera que notre capacité à traiter cette eau, les 1 milliard de mètres cubes d'eau usée d'ici 2030, il faut absolument les traiter, mais surtout les réutiliser à plus de 97% dans l'agriculture et non pas uniquement dans les golfs et les espaces verts comme on fait maintenant à un pourcentage qui reste très très faible. Et tout ça, ça dépendra d'un autre c'est-à-dire facteur qui a été cité par Sa Majesté le Roi, c'est la facturation. Il faut absolument qu'on paye le vrai prix de l'eau. Et même si on ne le paye pas, on doit le connaître. Jusqu'à présent, on n'a pas d'études qui nous montrent combien nous coûte le mètre cube. Et donc, parfois, on se croit
en faisant du commerce et d'agriculture, on est en train de gagner, mais peut-être qu'on a l'État a investi plus que ce que gagne dans le kilo. Celui qui a 300 litres d'eau pour 1 kilo de tomates, il faut qu'il connaisse le coût réel de l'eau. Et donc cette facturation, pour connaître, et même si on fait des subventions, même si on fait c'est-à-dire un soutien de l'État, il faut que ça soit clair et connu. Et ça, la facturation permet aussi d'économiser l'eau. Parce que lorsqu'on ne connaît pas le prix réel de l'eau, voilà, et ça, c'est pourquoi ces éléments-là, et c'est pourquoi le gouvernement, il parle de 2050, il a accéléré la sortie du plan national de l'eau, parce que toutes ces actions doivent être coordonnées et doivent être intégrées. On ne peut pas agir sur l'un sans agir sur l'autre. Ce n'est plus possible. Même si on mobilise l'eau, agir sur l'offre, il faut agir sur la demande. Il faut agir sur la dépollution. Il faut agir aussi sur la sensibilisation. On parle de classe de l'eau. Et donc, nous, en tant qu'ASPT, on a travaillé au niveau du Maroc. Oui. Huria Tazi, Sader, que pouvez-vous nous dire sur l'économie de l'eau? Quelle est l'importance de cette démarche aujourd'hui, une démarche qui s'avère nécessaire et urgente, n'est-ce pas? Professeur Mohamed Sinan, on parlait de l'économie d'eau, un enjeu très très important. Aujourd'hui, un défi que le Maroc est appelé à relever, comme beaucoup de pays d'ailleurs dans cette situation de stress hydrique. Qu'est-ce qui a été fait au Maroc jusque-là et que faut-il faire? Et comment surtout sensibiliser les citoyens à l'importance de l'économie d'eau aujourd'hui? Par rapport à l'économie d'eau, le Maroc a fait beaucoup de choses, notamment dans le domaine agricole, où le gouvernement a accompagné, encouragé la transformation de systèmes d'irrigation qu'on appelle gravitaires, les SEGIA, en système d'irrigation économe d'eau par goutte à goutte. L'État, depuis de très nombreuses années, le finance jusqu'à 100% du coût de reconversion, c'est-à-dire quelqu'un qui a une parcelle dont la superficie est inférieure à 5 hectares, l'État lui finance tout. Donc, pour passer de gravitaire à l'économique. Et s'il a une superficie supérieure à 5 hectares, il prend en charge 80% de ce coût de reconversion. Donc, tout ça, c'est un travail énorme, c'est beaucoup d'argent, mais qui a donné des résultats. Donc, avant, on considérait que les besoins en eau d'un hectare, c'est 1 litre par seconde par hectare. 1 litre par seconde par hectare. Maintenant, ce volume peut descendre jusqu'à 0,2 litres par seconde par hectare. Donc, le besoin a été divisé par 5. Donc, c'est énorme. Mais ça ne veut pas dire qu'on a aussi un travail de sensibilisation qui est en train de se faire, qui doit donc continuer à se faire, n'est-ce pas, professeur Sinan? Tout à fait. C'est pour cela que j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on a gagné sur tout le tableau, y compris l'économie d'eau. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a une superficie initialement, je dis n'importe quoi, 100 hectares. 100 hectares, donc il a besoin d'un volume X, donc il irriguait une partie parce qu'il n'avait pas des moyens. Donc l'État lui donne des subventions pour réduire son utilisation. Ça ne veut pas dire qu'il ne prélève pas, non. Il prélève cette différence qu'il a gagnée pour faire de l'irrigation à côté, sur les autres parcelles qu'il n'utilisait pas. Donc en fin de compte, comme on dit, on pédale dans le vide. Donc il faut que l'autorisation ou bien la prise en charge de la reconversion de l'irrigation gravitaire en irrigation économe d'eau soit conditionnée, noir sur blanc, par l'interdiction de ce qu'on appelle l'extension. C'est-à-dire, il doit garder la superficie qu'il irriguait avant l'obtention du subvention et non pas de la multiplier par 2, par 3. C'est comme si on ne fait rien. Pareil pour dans le réseau d'eau potable aussi. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il y a parfois des déperditions de 20, 30%, voire plus, 40%. Pour les réseaux, disons, anciens. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Mais bien sûr, l'État ne peut pas tout faire. Tout cela nécessite certainement des investissements, n'est-ce pas, professeur?
Et bien sûr, donc jusqu'à présent, l'investissement est fait par l'État, mais il faut que les régions aussi contribuent, parce que les régions, ils ont des moyens, ils ont beaucoup de moyens, et donc il faut qu'ils contribuent dans tous les secteurs d'ailleurs, c'est pas uniquement le secteur de potable, d'autres, on n'a pas le temps d'en parler, l'éducation, la santé, etc., etc. Et vous avez parlé de la sensibilisation. C'est peut-être le réservoir d'eau, entre guillemets, qu'on a le plus important, à savoir donc convaincre les gens que si ils suivent pas ce qu'on leur recommande, c'est-à-dire ils vont perdre eux et les voisins et l'État. Parce que le fait de prendre de l'eau qui lui appartient pas, ça ne veut pas dire que lui il va Parfait. gagnant. Il va Alors gagner. actuellement, justement pour résoudre tous ces problèmes et pour aller de l'avant, actuellement le gouvernement se fixe comme objectif d'achever les 20 grands barrages en cours de construction, sans compter les petits barrages, des barrages dont le coût est estimé à environ 31 milliards de dirhams avec une capacité de stockage de 6,4 milliards de mètres cubes. Monsieur Abdrahim Qseri, quelle est l'importance de ces nouvelles infrastructures? Oui, c'est essentiel parce que chaque goutte d'eau compte. Il ne faut pas vraiment laisser cette eau de pluie qui peut être perdue ou qui peut être polluée. Il faut absolument le stocker. Et donc cette politique de barrage, ça reste vraiment le grand pilier de la politique marocaine maintenant et plus tard. Et donc, il ne faut pas vraiment comparer ce qui n'est pas comparable. Ce sont des moyens d'aider la politique des barrages, mais on ne peut pas substituer ni les eaux non conventionnelles, ni les amont de l'eau par rapport aux barrages. C'est pourquoi la politique de l'eau des barrages, il est en train de continuer avec les grands barrages, les 146, les 136, mais il y a aussi les barrages collinaires. Et c'est ce qui est extraordinaire, ils sont en train de les multiplier avec un nombre en plus des 20 qui sont en cours. Mais je veux dire 2 mots sur la stratégie. Quelle que soit notre politique, il faut absolument sortir de la politique centralisée à une politique décentralisée. Oui, on est passé d'une politique d'un ministère et de 3 ministères, l'environnement, l'intérieur et l'équipement et l'eau, et en plus de l'agriculture en réalité et d'autres. Mais maintenant, il faut passer à la territorialisation. On est passé aux APH, mais les APH, ça ne suffit pas. Les APH, ils ont des surfaces, ils sont en norme des dizaines de milliers de kilomètres carrés, alors qu'ils ont des ressources humaines très limitées. La police de l'eau, elle est très limitée. Il faut que tous les ministères travaillent avec elle, mais en même temps, il faut que le point de départ de notre politique, c'est l'information. Il faut, au niveau de chaque commune, chaque territoire, on doit avoir l'information sur les ressources en eau, combien on a, quelle est leur qualité, qui c'est qui les exploite, à quel degré, et quelles sont nos réserves d'ici 1 an, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. C'est ça les informations qu'on doit avoir. Une fois qu'on a ces informations, celui qui agit dans le développement économique, que ce soit industriel, il doit adapter sa politique pour la durabilité de la ressource et sa qualité. Celui qui agit dans l'éducation, il ne faut pas faire des sensibilisations comme ça très larges. Oui, on est d'accord avec les classes de l'eau. Et nous, on a travaillé dans différentes villes, mais il faut absolument que ce soit beaucoup plus intégré, plus fort et plus professionnel. Il faut en même temps avoir un travail sur les vrais chiffres et sur des résultats et des indicateurs au niveau de chaque territoire. C'est comme ça que la communication et la sensibilisation devient un pilier de l'application de la loi, un pilier de la généralisation des bonnes pratiques et des bonnes technologies. Et on a les moyens, on a les organisations, on a les médias qui peuvent faire ce travail de manière extraordinaire, mais il faut non plus investir tous les investissements et les moyens financiers dans les grands projets. Il faut qu'il y ait une bonne partie des moyens pour les petits projets et pour la communication et pour d'autres activités qui sont nécessaires et complémentaires pour la participation citoyenne. On reste toujours sur cet axe donc, de l'émission dédiée à la gestion ou à la politique des barrages. Houria Tazi Sader, comment aller plus loin dans cette politique, une politique du Maroc qui porte ses fruits quand même, et comment la rendre encore plus fructueuse?
Juste par rapport, tout à l'heure, j'étais en train de dire, quand j'ai été coupée, que j'ai assisté à une conférence des Nations Unies et j'ai appris, avec surprise, que 98% des eaux sont des eaux souterraines qui ne sont ni connues ni exploitées. Donc là, nous avons encore une nouvelle source à explorer et qui peut être additionnelle par rapport aux autres sources, les conventionnelles et les non conventionnelles. Ça, c'est très important. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est la question des données. Nous avons, pour améliorer notre, tout le corpus des mesures et des mécanismes dont nous disposons, on a un souci par rapport à la connaissance et aux données. Et donc là, par exemple, il faudrait créer des mécanismes qui relieraient les départements qui sont impliqués et qui ont la responsabilité de la question avec les universités, avec les lieux d'expertise et puis s'attaquer à cette question des données parce que pour l'efficacité et l'adaptation réelle d'un projet à son contexte et pour qu'il puisse atteindre ses objectifs, la question des données est une question très importante. En même temps, ce que je voulais aussi signaler, c'est que cette question de la participation doit être repensée de manière beaucoup plus large. On parle beaucoup de participation, on parle de communication et dans les programmations et dans le discours de Sa Majesté, et de toute façon, on ne pourra pas réaliser efficacement et de la manière dont on souhaite le faire, l'économie, la politique de l'économie de l'eau, sans réelle participation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par participation? Ça, c'est une question fondamentale. Il faudrait, là, aujourd'hui, on va vous dire, mais tout le monde participe. Oui, effectivement, mais la participation est un principe beaucoup plus étendu que ce qu'on en fait, c'est-à-dire il faudrait faire participer les acteurs concernés et la population de manière différente, bien sûr, mais à partir de l'idée, mais aussi une question, moi, qui me taraude beaucoup, c'est la question des contrôles et de l'effectivité de ce que nous décidons. On a un véritable retard en matière de mesures de contrôle. Est-ce que c'est par faute de moyens? Est-ce que le contrôle n'est pas relié à la mauvaise foi? Parfois, quand on dit contrôle, il y a une idée subjective qui peut nous préoccuper. Pas du tout. Parfois, le contrôle ne se fait pas simplement parce qu'on ne met pas les moyens qu'il faut. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu parler de l'ABH et du contrôle qu'elles devraient faire. Eh bien, les ABH, si elles n'ont pas les voitures, s'ils n'ont pas les expertises, le contrôle est un travail qui a un aspect juridique. Or, il n'y a pas de juriste dans les départements reliés à la question de l'eau. C'est parce que quand on fait un contrôle, on dresse un PV et le PV devrait aller parfois soit au tribunal, soit pour dresser une sanction. Eh bien, tout cela ne se fait pas avec n'importe quelle expertise. Et enfin, ce que je veux signaler également, c'est la question de l'eau est en permanent renouvellement. Eh bien, le reste doit suivre ce renouvellement. Alors, que ce soit la gouvernance, les données et la formation. Parfait. Les contenus de la formation. Exactement, la formation. Vous avez tout à l'heure parlé des universités, de la recherche. Donc, je m'adresse à professeur Mohamed Sinan. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui au niveau de l'école Hassania, par exemple, deux autres structures universitaires dans la recherche concernant la question de l'eau? Alors, à l'école Hassania, nous formons des ingénieurs de l'eau depuis au moins une trentaine d'années. Donc, c'est des ingénieurs spécialisés, c'est-à-dire ils rentrent à l'école après les classes préparatoires pour faire 3 ans. Pendant 3 années,
ils étudient toutes les matières, toutes les spécialités en rapport avec l'eau, que ce soit le climat, les eaux superficielles, les eaux souterraines, les barrages, la pollution, la modélisation, tout. Donc, nos lauréats, ils occupent des fonctions très, très importantes dans les différentes administrations, que ce soit donc à la centrale, à Rabat, la Direction générale de l'hydraulique, dans les agences de bassin, à l'ONEP, l'ex-ONEP, on est actuellement les bureaux d'études, les sociétés, etc. Donc, l'école Hassania donc, a formé l'essentiel des spécialistes, disons, du Maroc dans le domaine. Mais bien sûr, donc, parallèlement à ça, on a des activités de recherche, on a une école doctorale, mais c'est quand même c'est limité au niveau donc recherche, parce que l'école doctorale a commencé il y a quelques années. Mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut voir au niveau national ce que nous formons par rapport aux besoins. C'est insuffisant. C'est insuffisant au niveau formation. Au niveau recherche, la recherche qui se fait n'est pas structurée, c'est-à-dire il n'y a pas des commandes claires et nettes de la part des organismes concernés pour travailler sur des sujets qui intéressent le pays, par exemple la recherche artificielle des nappes. Il est temps peut-être justement d'établir une meilleure connexion entre les organismes concernés et les structures de recherche. Merci beaucoup, professeur Mohamed Sinan. Ici prend fin cette édition de Questions d'actu. Je tiens à remercier nos invités, Houria Tazi Sader, présidente de la coalition marocaine de l'eau, Mohamed Sinan, professeur à l'école Hassania des travaux publics, et Abdrahim Serri, président de l'association des enseignements des sciences de la vie et de la terre au Maroc. Merci à vous, chers téléspectateurs également, de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Média Inter.